Votre mission, si vous l'acceptez, gérer les crises en Outre-mer. Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Martinique, 12 territoires répartis aux 4 coins du monde, des zones en tension, un ministère sous pression. Il faudra être à la hauteur de la situation. Mais le poste est dévalorisé et doit faire face aux autres ministères, à des lobbies influents et à des contraintes budgétaires. Chaque minute compte. Alors, le nouveau ministre des Outre-mer va-t-il réussir là où tant d'autres ont échoué ? Spoiler, si cette mission échoue, il sera immédiatement remplacé. Mission impossible, le ministère des Outre-mer, bientôt sur vos écrans. Plus sérieusement, il ne s'agit pas d'un film, mais de la réalité. Vous l'avez compris dans les épisodes précédents, les dossiers sur le bureau du ministre des Outre-mer sont nombreux et pourtant, les occupants de la rue Oudinot se succèdent à un rythme effréné. 7 en 7 ans, avec une accélération ces dernières années. Un rythme qui laisse peu de place à une véritable politique de long terme. Mais alors pourquoi ce poste semble-t-il être un casse-tête sans fin pour tous ceux qui l'occupent ? De Mayotte à la Nouvelle-Calédonie, la France ultramarine sombre dans des crises environnementales, migratoires, économiques. Et malgré des signaux de détresse, la classe politique française semble incapable de trouver des réponses. Le sentiment de déclassement et l'éloignement avec l'Hexagone s'intensifient, les Outre-mer s'embrasent, un véritable échec politique. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Mal d'Outre-mer, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, le pire poste du gouvernement. Celle qui a mené l'enquête sur le poste de ministre des Outre-mer, c'est Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express. Bonjour Alexandra. Bonjour Charlotte. Et nous sommes toujours accompagnés de l'expertise de Hugues Tertrais, historien à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans ton article, Alexandra, tu y vas très fort. Tu parles du pire poste de la Ve République, d'un ministre humilié, oublié, éreinté. Comment on explique tout ça ? D'abord peut-être par sa place dans le gouvernement. Encore aujourd'hui, le ministère des Outre-mer est un ministère délégué, pas un ministère de plein exercice. Cette situation limite son autonomie et aussi son pouvoir de décision. Le poids du représentant de l'Outre-mer dans les réunions interministérielles est faible et dans ces réunions, le ministre est souvent écrasé par l'influence de Bercy et plus tard par celle du Conseil d'État. Un ministre isolé, c'est aussi le point de vue de Hugues Tertrais. L'Outre-mer a été rattaché au Premier ministre tout récemment. D'une manière générale, c'était rattaché au ministère de l'Intérieur. Il y a eu plusieurs formules. Donc, ce qui montre bien, ça c'est bien l'inconfort, en quelque sorte, de la position. C'est-à-dire que le ministère lui-même ne sait pas forcément toujours très bien où il est. Pour parler de ce ministère des Outre-mer, on entend parfois dire que c'est un peu comme un petit Matignon. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est un prix de consolation. Le ministère des Outre-mer est souvent comparé à un petit Matignon, effectivement, en raison de son caractère transversal qui touche à de nombreux sujets, éducation, ordre public, santé, pour les 3 millions de citoyens ultramarins. Le ministre doit constamment interagir avec les autres ministères parce que les problématiques sont tellement variées qu'elles touchent à l'agriculture, à l'éducation, à la santé. Or, si le ministre des Outre-mer s'absente longtemps de Paris, il risque d'être ignoré par les autres membres du gouvernement quand ces discussions ont lieu. La grande difficulté pour ces personnes-là, c'est à la fois de se situer dans le champ politique, effectivement, français, et donc essentiellement parisien, avec ses partis politiques, etc., et d'être capable de se projeter sur place pour avoir une vision depuis là-bas. Et donc, malheureusement, je crains que l'héritage colonial, car c'est un héritage colonial auquel il faut faire face, empêche un peu d'avoir cette décision. Et puis s'il n'y a pas de soutien direct de l'exécutif ni de proximité avec le président, le pouvoir du ministre des Outre-mer risque d'être réduit car il n'est pas soutenu. Ajoute à ça un budget très contraint d'environ 2 milliards d'euros qui rend le ministère dépendant du soutien d'autres instances pour mener à bien ces réformes. C'est un peu un cauchemar. Et les autres ministères, en général, est-ce qu'ils comprennent ces enjeux et accompagnent le ministère des Outre-mer ? Eh bien, c'est tout le problème, pas vraiment. Malgré sa position centrale, les préoccupations de l'Outre-mer sont souvent perçues comme subsidiaires, périphériques par les autres ministères. En réunion interministérielle, en RIM pour les intimes, le ministre des Outre-mer doit souvent rappeler l'existence et les problématiques des territoires ultramarins. Étienne Lousse, conseiller presse de l'ancienne ministre Marie Guévenoux, soulignait même « On passe beaucoup de temps à tirer la manche des autres ministres pour qu'ils se souviennent des réalités outre-mer ».
Autre exemple, Olivier Nicolas, ancien conseiller de Victorin Lurel, ministre des Outre-mer de François Hollande, lui me parlait des problématiques spécifiques auxquelles étaient confrontés les Outre-mer, dont n'a pas forcément conscience tout le monde à Paris. En fait, le ministre des Outre-mer est devenu vraiment la variable d'ajustement des gouvernements. Il a perdu de son prestige et de son influence au fil des années. Et on l'a dit pendant notre petite bande-annonce, le ministre des Outre-mer doit aussi faire face à des pressions extérieures, notamment celles des lobbies. Oui, il y a effectivement des lobbies économiques, type la FEDOM, qui représente la Fédération des entreprises françaises d'outre-mer, ou l'Eurodom, c'est sa version européenne, qui défendent les intérêts des entreprises. Donc, le ministre des Outre-mer doit aussi prendre en considération ces acteurs-là, mais de manière beaucoup plus présente, il y a aussi les pressions intérieures auxquelles doit faire face le ministre, dans la mesure où c'est un agent finalement assez isolé dans le gouvernement. Donc, s'il veut gagner ses arbitrages, il doit avoir un poids politique, mais c'est assez rare quand on est ministre des Outre-mer. En fait, le ministre des Outre-mer, s'il veut gagner ses arbitrages, il doit tout le temps avoir un protecteur pour se faire entendre. Un protecteur, c'est-à-dire ? Dans ces cas-là, il y a 3 formules. En direct avec l'Élysée. Les présidents intéressés par l'outre-mer ont d'ailleurs nommé de proches collaborateurs. Le meilleur exemple, c'est Jacques Chirac, qui était absolument passionné par les outre-mer, qui a nommé Jean-Jacques de Peretti ou Brigitte Girardin. Ces 2 personnes étaient avant ses collaborateurs à l'Élysée, avant d'être ministres. Il y avait donc réellement une vraie collaboration entre l'Élysée et la rue Oudinot. Chirac s'impliquait personnellement pour faire gagner des arbitrages à l'outre-mer. Ensuite, il y a également la solution être en direct avec Matignon. C'est pratique car certains dossiers sont réservés au Premier ministre sur l'outre-mer, notamment la Nouvelle-Calédonie. Donc là, effectivement, le ministre peut tirer la manche du Premier ministre pour gagner ses arbitrages. Et dernier cas, c'est l'intérieur, quand le ministre est complètement subordonné à Beauvau. Ça a été le cas avec Marie Guévenoux et Gérald Darmanin. Mais cette dernière option présente un risque que le ministre délégué, que le secrétaire d'État soit complètement avalé par un omniprésent ministre de l'Intérieur. Face à toutes ces contraintes, on se demande quelle marge de manœuvre il reste au ministre. Hugues Tertrais nous explique le rôle qu'il peut jouer. Outre sa fonction de comprendre les choses, pas seulement depuis Paris, mais depuis les différents territoires français, une de ses fonctions est en effet d'être l'intermédiaire. C'est vrai que le rôle du ministre des Outre-mer est également un rôle d'avocat auprès de l'équipe gouvernementale, voire de l'administration en général. Il représente la France, mais aussi il représente l'Outre-mer. Donc, les contraintes développées sont importantes dans tous les cas. Et donc, je crois que la personnalité du ou de la ministre délégué ou pas de l'outre-mer, est très lié à sa compétence, forcément, et à sa capacité à se mouvoir dans ce monde extrêmement complexe dont l'outre-mer fait partie. Souvent, ce sont des néophytes dans le jeu politique. En fait, il y a rarement eu des ministres avec une véritable aura politique. On peut peut-être citer Victorin Lurel, très important élu de Guadeloupe, ou Sébastien Lecornu dernièrement, ou encore Dominique Perben. Et là, je vous fais remonter aux années 90. Vraiment, ces figures sont très rares. Un rôle dépourvu de moyens, pour résumer, d'autant que après les 2 premiers épisodes, on mesure l'ampleur des dossiers à gérer. Immigration à Mayotte, révolte en Nouvelle-Calédonie, vie chère en Martinique, les crises s'enchaînent et les enjeux sensibles s'accumulent. Hugues Tertrais nous en dit plus sur la manière dont le ministre des Outre-mer doit gérer ces dossiers qui ne lui laissent aucun répit. La dimension de ces territoires d'Outre-mer fait que leur indépendance était impossible, du moins localement. Donc la difficulté, je crois, c'est vraiment de penser ensemble toutes ces réalités des territoires, des départements d'outre-mer ou des collectivités territoriales. Enfin, les statuts eux-mêmes sont divers. Donc la difficulté, c'est de penser tout ça ensemble, ce qui est peut-être pas possible, et en tout cas qui renvoie à d'autres problèmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on voit les choses depuis ces territoires qui sont petits souvent, comment est-ce qu'on voit les choses et comment on peut l'intégrer. Le ministère des Outre-mer est forcément important parce qu'il crée le lien entre tous ces territoires. Alexandra, ces difficultés, les anciens ministres et leurs proches que tu as interrogés te les ont racontées. Oui, effectivement. Déjà, il y a des difficultés
physique. Les déplacements sont fréquents et éreintants. Marie Guévenoux, par exemple, a effectué 16 voyages en 7 mois en traversant des zones géographiques variées et très sensibles. C'est vraiment une gestion épuisante physiquement, mais aussi intellectuellement. Il faut gérer des situations urgentes constamment et spécifiques à chaque territoire, comme me l'a expliqué Georges Paul-Langevin, ancien ministre des Outre-mer sous François Hollande. Les enjeux sont multiples et les problèmes varient vraiment selon les régions, ce qui demande une grande capacité d'adaptation et une gestion fine de chaque situation. En fait, on me disait que le coût à l'entrée du ministère des Outre-mer est vraiment très important parce qu'il faut apprendre très vite 12 situations différentes avec autant de problèmes qui les accompagnent, voire plus. En 2009, la grève générale contre la vie chère démarrée en Guadeloupe avait conduit au départ Yves Gégaud, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. Après avoir tardé à se rendre sur place et échoué dans les négociations, il avait été rappelé Manu Militari à Paris. Mais Alexandra, je me pose la question depuis tout à l'heure, ça ne fait pas fuir les candidats tous ces inconvénients ? Alors, quand on les interroge, ils sont nombreux à dire avoir demandé le ministre des Outre-mer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y reste pas longtemps. Marie Guévenoux n'est restée que 7 mois à la tête du ministère. Elle a dû partir après les législatives anticipées. C'est un passage éclair dans une succession incessante de ministres. Ce phénomène de turnover rapide, on a d'ordinaire un ministre qui reste 18 mois rue Oudinot, a été qualifié de dérive, y compris par le ministre actuel, François-Noël Buffet, qui plaide pour plus de continuité. Il m'a dit « 7 ministres en 7 ans, c'est un peu trop ». Les anciens ministres sont beaucoup plus critiques. Dominique Perben qualifie la situation de désolante. Victorin Lurel a souligné les années mal vécues par l'Outre-mer à cause de cette instabilité. Les crises à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Martinique demandent une gestion continue et intense, mais cette absence de stabilité ministérielle a nui à l'efficacité des réponses. Il n'y a pas de continuité. Un malaise que résumait récemment Giovanni William, député socialiste de la Martinique. 5 ministres en 2 ans et demi. Voici la considération qu'a la France concernant les Outre-mer. C'est une variable d'ajustement avec des ministres qui font quelques mois, des ministres qui ne veulent pas forcément y être, mais ils y vont parce que ça fait bien d'être ministre. Et ça, clairement, ça se voit en fait. Quand un ministre vient chez nous et qu'il vient se dire « je viens boire un petit punch et je viens regarder les femmes danser », on se dit « mais que fait-il ici, chez nous ?» Il ne connaît pas le territoire. La réponse du gouvernement ces dernières années pour faire face à toutes ces crises n'a donc pas convaincu. Je te propose qu'on s'intéresse à ceux à qui Emmanuel Macron a confié cette mission impossible. Premier profil dans notre galerie, Sébastien Lecornu. Alors lui reste relativement longtemps, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022. Il cumulait son rôle de ministre des Outre-mer avec la présidence du conseil départemental de l'Eure. En fait, en faisant le choix de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron choisit un profil politique. La République, elle est qu'une, on l'aime, et donc le territoire d'outre-mer, c'est pas une affaire de carte d'identité, c'est une affaire de cœur, et le cœur, j'en aurai. Et d'ailleurs, de mémoire de conseillers proches, Sébastien Lecornu est resté très ancré localement. Il veillait à passer ses vendredis après-midi dans son département. Il est connu pour avoir hérité du difficile dossier calédonien, qu'il a géré, selon un ancien conseiller toujours, avec succès, en menant à bien le dernier référendum d'autodétermination, garantissant une transition pacifique avant l'élection présidentielle 2022 et, petit aveu, garantissant le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française avant la présidentielle. Actuellement, il est ministre des Armées. C'est le seul à avoir une vraie promotion après son passage aux Outre-mer. Et après lui, le ministère n'a plus été de plein exercice. Il est tombé soit dans le giron du Premier ministre, soit dans le giron de Beauvau à l'intérieur. Son successeur, on connaît moins son nom, c'est Jean-François Carenco. Alors lui est resté moins longtemps, du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023. C'est un ancien préfet qui connaît très bien les Outre-mer. Il a été plusieurs fois en poste sur place. J'imaginais pas dire non à cet appel de l'Outre-mer, je les connais tous. Ma vie, c'est l'Outre-mer depuis 1988. Et donc, dans cette période difficile, on m'a demandé de servir l'Outre-mer et donc la République. C'est ce que je viens faire, c'était naturel. Il était jugé sincère mais trop voyageur. Ses fréquents déplacements ont mis en lumière un manque de cohérence dans la gestion des dossiers locaux. Il a été rendu assez inefficace par une hyper-centralisation à Beauvau et écarté de certains dossiers cruciaux comme celui de la Nouvelle-Calédonie. C'est tout simplement Gérald Darmanin qui s'en est occupé après Sébastien Lecornu. Son style direct, notamment ses saillies assez hasardeuses, on va dire, lui ont valu d'être marginalisé et finalement remercié. Ensuite, il a été remplacé par Philippe Vigier
Vigier du 20 juillet 2023 au 8 janvier 2024. Donc tu vois, tout s'accélère. Alors Philippe Vigier, c'est un cas assez spécifique. Il n'avait pas d'expérience préalable sur les dossiers ultramarins et il a accepté le poste après une brève réflexion. Après qu'on lui ait proposé le poste, il appelle François Bayrou parce que Philippe Vigier est un élu MoDem et que François Bayrou est le patron du MoDem. Et Bayrou le conseille, lui dit « Écoute, tu connais tous les échelons locaux, tu as été maire, tu as été député, tu peux bien être ministre des Outre-mer. » Et donc Vigier accepte. Son passage est en revanche marqué par une déclaration assez controversée sur les intempéries en Guadeloupe. Je vous donne un principe de précaution. Vous avez la chance d'avoir un ministre qui est également biologiste, qui va vous donner les bons conseils. Eh bien, vous faites couler l'eau, vous la faites chauffer, et après vous la mettez au frigo. Non, mais ça, c'est pour garantir le fait que après qu'il y ait eu des inondations, ça se passe pendant 2-3 jours. Après, vous n'êtes pas obligé de boire de l'eau en bouteille tous les jours. Donner comme solution de faire bouillir de l'eau, alors que la Guadeloupe est régulièrement confrontée à des difficultés sanitaires, on comprend que la déclaration du ministre ait pu être jugée méprisante. Cette déclaration est assez symptomatique de ces mois passé rue Oudinot. Sa gestion est perçue comme maladroite et il quitte rapidement le poste après seulement quelques mois, revenant à ses fonctions parlementaires. Dans le dernier gouvernement de Gabriel Attal, c'est donc Marie Guévenoux, dont on a déjà parlé, qui est nommée. Et Alexandra, pour finir, qu'en est-il de François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer, nommé par Michel Barnier? Alors François-Noël Buffet m'expliquait avoir demandé à être rattaché à Matignon quand on a voulu le nommer, pour avoir tout simplement plus de poids dans les décisions. Il ne voulait pas être rattaché à Beauvau comme précédemment. J'arrive ici avec beaucoup d'honneur. D'abord celui de servir notre pays. Ensuite, la fierté et le plaisir d'avoir la responsabilité du ministère des Outre-mer. C'est véritablement pour moi un choix qui est un vrai choix. Une vraie acceptation. Il a validé un plan pour baisser les prix en Martinique, mais la situation reste très tendue sur place et en Nouvelle-Calédonie, les tensions aussi persistent malgré la mise en place de missions pour apaiser les conflits. Le ministre se veut malgré tout optimiste, il souligne le potentiel des Outre-mer malgré les difficultés. Et enfin, il prépare une consultation sur le statut global des Outre-mer, bien qu'il reconnaisse que les réformes institutionnelles ne régleront pas tout. Merci beaucoup Alexandra d'être venue nous raconter ton enquête et surtout merci de nous avoir accompagnés durant ces épisodes. À bientôt. Alors que personne ne semble réussir à résoudre les problèmes des Outre-mer, le Rassemblement national cherche à séduire ses territoires. Dans ses discours, il se présente comme le défenseur des populations ultramarines, mais derrière ces propositions se cache une logique de récupération politique. C'est donc le thème du dernier épisode de notre série. Alors pour ne pas le rater, pensez, chers auditeurs, à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. C'est là que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît ou nous écrire des commentaires. Mal d'Outre-mer est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Agathe Ternier et réalisée par Jules Cros avec la voix de Renaud Toffier. À demain.